La neige. De délicats cristaux d'eau forment des flocons, tous différents. Cette force naturelle a dessiné des paysages. Et chaque année, elle transforme le quart de la surface de la Terre en un vaste terrain de jeu. Un terrain de jeu à la fois magnifique et meurtrier. Il y a 15 000 ans, la moitié de la Terre était recouverte de neige et de glace. C'était la dernière grande période glaciaire. Des glaciers, épais de plus de 1000 mètres, ont creusé d'immenses vallées à travers les montagnes. Toute vie fut anéantie. Même aujourd'hui, où le climat est plus tempéré, la glace et la neige recouvrent le monde d'un manteau blanc d'une beauté inégalée. Mais cette beauté cache une grande force destructrice. Une seule tempête peut faire tomber 40 millions de tonnes de neige. Même nos villes modernes s'en trouvent paralysées. Les calottes polaires sont recouvertes d'une couche de neige permanente. Mais malgré le froid intense qui y règne, des hommes vivent sur cette vaste étendue de neige. Depuis des milliers d'années, les Inuits de la terre de Baffin, au nord du Canada, construisent leurs maisons avec des blocs de glace. La neige tient une place si importante dans leur vie qu'ils ont plus de 40 mots pour la définir. Apot. Veut dire neige. C'est un blizzard. Igak. Des lunettes. Arsakak. C'est une avalanche. Kanyak. Un flocon de neige. On a enregistré des flocons de neige de 25 cm de diamètre. Pourtant, tous sont composés de minuscules cristaux de glace. Wilson Bentley fut l'un des premiers à examiner les flocons. À partir de 1880, il consacra sa vie à photographier des flocons à travers un microscope. Il a pris plus de 5000 photos et fut surpris de constater que chaque flocon était différent des autres. Il n'existe pas deux flocons semblables. C'est ici, à l'intérieur d'un nuage, que commence la vie des flocons. Les minuscules gouttelettes d'eau qui forment le nuage gèlent et se transforment en glace. Les molécules d'eau se cristallisent sous forme hexagonale. C'est pourquoi les cristaux prennent invariablement la forme géométrique d'une étoile à 6 branches. À moins 1 degré, les cristaux de glace grossissent et forment de fines plaques. À moins 9 degrés, ils se transforment en colonnes creuses. Et à moins 15 degrés, la croissance des cristaux donne les flocons tels que nous les connaissons. Chaque cristal de glace est soumis à d'importantes variations de température. Il en résulte une diversité infinie dans les formes géométriques qu'il peut prendre.
À moins 24 degrés, Charles Knight travaille dans l'un des laboratoires les plus froids du monde. Il est situé à Boulder, dans le Colorado. C'est là qu'il sélectionne et étudie des milliers de flocons. Malgré ce que pourraient laisser croire les vieilles photos de Wilson Bentley, la plupart des flocons de neige ne sont pas symétriques. Wilson Bentley a choisi les plus jolis d'entre eux pour les photographier. En fait, 99% des flocons sont très laids. Les flocons sont en fait des amas de cristaux de neige. Quand la température atteint 0 degré, les cristaux s'humidifient et s'agglutinent plus facilement pour créer les flocons qui tombent du ciel. Il est facile de mesurer la quantité de neige tombée pendant une tempête. Les météorologues se servent d'une simple règle. Mais il ne suffit pas de mesurer l'épaisseur de la neige. Il faut la peser pour savoir quelle quantité d'eau elle contient. La neige mouillée peut être extrêmement dangereuse. Une dizaine de centimètres sur un toit plat peuvent suffire à faire s'écrouler un immeuble. Le type de neige dépend en grande partie de la région. Quand l'air est sec, au milieu d'un continent, la neige est fine et poudreuse. Les régions côtières, au contraire, produisent une neige mouillée et collante, idéale pour faire des boules de neige et des bonhommes de neige. La neige mouillée peut également se mettre en boule toute seule. Ce sont des rouleaux de neige. Ils peuvent atteindre 30 cm de diamètre. Un léger réchauffement fait partiellement fondre la surface de la neige qui devient mouillée et collante. Quand le vent est suffisamment fort, il parvient à décoller cette couche de neige humide et à l'enrouler comme un tapis. Dans les régions les plus au nord du Canada, les Inuits travaillent la neige sèche. Shu est un chasseur inuit. Il est né il y a 60 ans dans un igloo. De nos jours, les Inuits ne vivent plus dans des igloos, mais ils continuent encore à en construire, qu'ils utilisent comme relais de chasse. Shu est un spécialiste des igloos. Il se sert de la neige des congères, fortement tassée par les vents qui balayent l'Arctique. Il pose les blocs en spirale pour que l'igloo soit solide. Il lui faut à peine 1 heure pour construire un igloo comme celui-ci. Mais la neige peut aussi bien créer que détruire. Quand des vents soufflent en tempête, la neige se transforme en blizzard. Le vent soulève la neige du sol et réduit la visibilité. Tout paraît blanc, c'est le blanc dehors. On a retrouvé des hommes morts gelés devant la porte de leur maison, incapables de retrouver leur chemin. Une neige fine et poudreuse peut provoquer une mort horrible. Les victimes meurent suffoquées, noyées par la neige qui envahit leurs poumons. Un blizzard sur une route entraîne des accidents de la circulation souvent dramatiques.
Alors que les tempêtes de neige empêchent toute circulation des voitures, un blizzard permet au contraire aux Inuits de se diriger. Les congères sont comme des compas au milieu des vents. Les Inuits les appellent des Kiumujak. David Sercoke explique. Si un chasseur se perd, il peut se servir d'un Kiumujak pour retrouver son chemin. Généralement, un chasseur peut reconnaître les formations de neige qui vont normalement du nord vers le sud. Et un bon chasseur connaît toujours la direction de ce vent dominant et il peut rentrer chez lui. Malgré toute sa grâce et sa beauté, la neige détient un pouvoir destructeur qui peut s'abattre à tout moment sur les hommes. Une avalanche. Sa force est meurtrière. En dévalant les pentes, elle ramasse de plus en plus de neige, jusqu'à 1 million de tonnes. Sans rien pour la ralentir, elle peut atteindre 300 km/h. Elle crée au-devant d'elle une onde de choc invisible qui écrase tout sur son passage. Depuis les temps les plus reculés, l'histoire est riche de récits d'avalanches dévastatrices. En 219 avant Jésus-Christ, quand Hannibal a traversé les Alpes, des avalanches ont emporté 16 000 de ses soldats. Les avalanches les plus meurtrières ont eu lieu pendant la Première Guerre mondiale. Les troupes italiennes et autrichiennes se battaient dans les Alpes et les deux armées ont délibérément déclenché des avalanches pour emporter leurs ennemis. Il a suffi pour cela du bruit des coups de feu. Plus de 60 000 hommes des deux armées furent ensevelis vivants. Aujourd'hui, le danger vient de la fréquentation de la montagne. Plus les sports d'hiver deviennent populaires, plus nombreuses sont les victimes d'avalanches. Tim Auger est un guide de haute montagne qui doit la vie à son expérience et à sa formation. S'ils ont de la chance, et si c'est une petite coulée, les personnes prises dans une avalanche peuvent essayer de rester debout, face à la pente. En faisant des cercles avec les bras, ils peuvent éviter d'être ensevelis sous la neige. Et si la neige ralentit, ils ont de la chance. Mais si c'est une avalanche plus grosse, alors ils sont vraiment en danger. Je me suis retrouvé sous 30 ou 40 cm de neige. Je ne pouvais pas bouger d'1 millimètre. J'étais complètement immobilisé, et même si la neige n'est pas très profonde, il est impossible de se dégager. Dès que la neige cesse de glisser, vous êtes prisonnier. L'énergie à l'intérieur d'une avalanche est telle qu'une grande partie de la neige fond. Et quand l'avalanche s'immobilise, la neige gèle à nouveau et se referme comme un cercueil de glace. Après 15 ou 20 minutes sous la neige, la moitié des gens sont déjà morts. Les stations de ski redoutent tellement les avalanches qu'elles emploient des équipes spéciales chargées de repérer et de sécuriser les endroits potentiellement dangereux. Tom Riley est chargé de prévoir les avalanches. Il creuse la neige molle pour atteindre une couche de glace dure. Voilà le danger. Une surface glissante sur laquelle peut couler une avalanche. Dès l'aube, une équipe spéciale se lance à l'assaut de la montagne. Leur mission, déclencher une avalanche
avant qu'elle ne glisse toute seule. Au sommet de la montagne, ils se préparent à faire sauter une corniche neigeuse. Nous plaçons des explosifs, tous reliés entre eux. Et nous allons faire tomber cette corniche sur la pente derrière nous. Nous espérons déclencher une avalanche et ainsi éliminer tout risque pour les skieurs. La passe de Kootenay en Colombie-Britannique. Sur ces 19 km d'autoroute, il y a 50 endroits où une avalanche peut couper la circulation. Après le passage de ce camion, la route va être coupée. Ici, les avalanches sont si fréquentes que les services de la voirie ont mis en place des canons permettant de déclencher des avalanches qui menacent de s'écrouler. Full cock. Full cock. All clear? All clear. 3, 2, 1, fire. Chaque année, ces canons tirent plus de 50 fois. Fire. Pour atteindre les endroits les plus inaccessibles qui menacent la route, l'équipe prend la voie des airs. John Tweedy, le responsable de l'équipe, déclenche les tirs. Okay, forward about 10 meters. Okay, hold. All right, we're on target, Phil. Okay, fuse lit. Bombs away. Plus de 6 mètres de neige recouvrent la route. Si elle n'avait pas été déclenchée artificiellement, cette coulée de neige aurait pu survenir à n'importe quel moment. Avec l'arrivée du printemps, le soleil se fait plus chaud, la neige fond et il n'y a plus de risque d'avalanche. Pourtant, les sommets des montagnes et les calottes polaires sont toujours recouverts de neige.
Ces régions de neige éternelle donnent naissance à de colossales rivières de glace, les glaciers. Année après année, la neige s'épaissit et son poids compresse les couches inférieures. Après des centaines ou même des milliers d'années, la neige se transforme en glace. La glace, à la base de ce glacier en Colombie-Britannique, est formée de neige qui est tombée il y a plus de 100 ans. Mark Ludwich est guide de montagne. Après des années de course sur ce terrain difficile, il a appris à comprendre ce paysage sans cesse changeant. Les glaciers sont dangereux. Chaque crevasse peut cacher un piège mortel. Nous sommes au bord du glacier Delphine. Cette partie du glacier forme une falaise de 450 mètres. C'est un endroit potentiellement dangereux à cause des séracs, les grandes tours de glace que l'on voit autour de nous et qui font partie du glacier. Cette partie du glacier peut se casser et tomber au fond de la vallée. Conséquence de la fonte estivale, les glaciers des zones tempérées sont moins épais, de l'ordre d'une centaine de mètres. Ils sont beaucoup moins épais que les glaciers de l'Antarctique. C'est la plus grande étendue de neige sur Terre. Elle recouvre plus de 13 millions de kilomètres carrés. Cette couche de glace se forme depuis des milliers d'années et au pôle, la calotte glaciaire a plus de 3000 mètres d'épaisseur. Au bord du continent, les glaciers s'écroulent dans l'océan et forment des icebergs. Avant de fondre dans les eaux arctiques, la neige rend un dernier service à l'homme. Le blanc brillant des banquises réfléchit une grande partie de la chaleur du soleil. Les neiges de l'Antarctique empêchent la surchauffe de notre monde. Des cristaux de glace uniques et délicats, si petits qu'ils sont à peine visibles. Cette matière magique sculpte les contours de la Terre ou se transforme en boule de neige. Un jour, la neige remplira peut-être à nouveau ces vallées et notre planète connaîtra alors une nouvelle période de glaciation.